Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vient vous parler de comment, chez Pôle emploi, on a optimisé le remplissage du profil du demandeur d'emploi grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qu'on a fait de façon industrielle, qui est en production depuis novembre 2021, et du coup qui est maintenant en run, qu'on améliore, etc. au fur et à mesure. Donc j'ai mis un petit chat justement sur la photo, parce qu'on m'a toujours dit qu'une bonne présentation, c'était forcément avec un petit chat dedans, donc je m'en suis débarrassé dès la première page. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvain Ferrec, je suis data scientist à la DSI de Pôle emploi, ici à Nantes, et je travaille tout particulièrement dans un département qui s'appelle l'agence data service. Et l'agence data service, qu'est-ce qu'on fait? On crée des solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle de manière industrialisée. On industrialise également, on a vraiment un volet très important sur l'industrialisation, on industrialise des projets qui sont développés par d'autres data scientists à Pôle emploi. Et puis, on crée également des outils, des packages à destination d'un public de data scientists pour tout Pôle emploi, tout l'écosystème Pôle emploi, et même en dehors, parce qu'on commence à livrer donc, des packages en open source. Et moi, c'est Guillaume Rodriguez, je suis consultant IT chez Soprastar Annex. Je travaille principalement sur tous les sujets un peu data, IA, les sujets d'architecture. Soprastar Annex, donc, c'est l'entité conseil de Soprastaria. Et je travaille en ce moment justement chez Pôle emploi en tant que product owner, justement dans l'équipe de Sylvain, sur des produits d'intelligence artificielle pour le demandeur d'emploi. Donc, petit rappel du contexte de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est 3 missions principales. La première, c'est d'indemniser les demandeurs d'emploi. La seconde, c'est les accompagner vers un retour le plus rapide possible à l'emploi. Et enfin, guider les entreprises dans leur recrutement. Donc faire le lien entre les entreprises et les candidats. La DSI de Pôle emploi a des valeurs assez fortes, justement, notamment deux majeures. Une première concernant l'éthique. C'est une DSI qui s'évertue justement à avoir un fonctionnement éthique et à monter justement tout un comité éthique, etc., pour suivre les cas d'usage et les produits. Notamment la notion de transparence, qui est très importante dans tous nos cas d'usage, et notamment dans les sujets d'intelligence artificielle. Il y a aussi une deuxième valeur, c'est l'open sourcing, en effet, lié à la transparence. On essaye d'avoir des logiciels qui soient open source. Donc, on va vous présenter trois parties, ça va se séparer en 3 parties. La première, on va vous parler du cas d'usage, donc d'optimisation des profils. Ensuite, on va vous faire un petit rec sur les difficultés qu'on a rencontrées et comment on les a surmontées. Et enfin, on vous parlera des résultats qu'on a eus et les perspectives pour la suite de ce cas d'usage. Alors, petit rappel du parcours d'un primo-inscrit. Donc, en tant que demandeur d'emploi, quand je vais pour la première fois, je commence pour la première fois en tant que demandeur d'emploi, je vais sur le site pôle emploi.fr et je m'inscris, où je rentre justement des informations de contact et des premières informations. Ensuite, je dois remplir mon profil de demandeur d'emploi. C'est-à-dire, je dois remplir mes expériences, mes formations, mes compétences. Et enfin, je fais un rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Et c'est là où on détermine justement mon projet professionnel, là où je vais aller et comment je vais y aller. Et c'est aussi pendant cette étape où le conseiller aussi m'accompagne pour finaliser de remplir le profil du demandeur d'emploi. Et tout ça, ça permet de rapprocher des offres et des profils, et du coup de retrouver un emploi. Donc dans ce cas d'usage, on a fait 3 constats. Le premier, c'était concernant les demandeurs d'emploi. En effet, les demandeurs d'emploi, en tant que demandeur d'emploi, j'ai déjà rempli mon CV, dans lesquels j'ai mis mes expériences, mes formations, mes compétences. Et ensuite, quand j'arrive sur Pôle emploi, je dois les re-remplir dans le profil de compétences, comme je vous ai déjà expliqué. Donc il y a une double saisie, c'est beaucoup de temps en plus passé pour remplir le profil. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir réutiliser tout ça et de faire du reuse entre les deux. Donc on s'est fixé un objectif, justement, c'est que notre cas d'usage permette de diviser ce temps de remplissage par 2.
Alors, une deuxième problématique autour du travail du conseiller, qui a peu de temps, finalement, qui a un temps assez limité à passer avec le demandeur d'emploi. Un entretien avec un demandeur d'emploi, ça dure entre 45 minutes, 1 heure. Il faut faire tout ce qui est partie administrative, expliquer les process Pôle emploi, et ce qui est le plus important, c'est co-construire le projet professionnel avec le demandeur d'emploi, essayer de voir quel métier aller. Donc, sur 1 heure de temps, on n'a pas envie de passer la moitié du temps à aider à remplir le profil de compétences du demandeur avec ses expériences, ses formations. Et c'est encore mieux s'il peut en plus, le demandeur d'emploi, le conseiller peut disposer de ces informations-là avant l'entretien, si le demandeur d'emploi est autonome. Donc le deuxième objectif, c'est de diminuer cette activité de 20%. Et du coup, le troisième constat qui a été fait, c'est que sur les données n'étaient pas en fait de très bonne qualité. Il y avait une grosse hétérogénéité entre les données. Il y avait des profils qui étaient très bien remplis, d'autres mal remplis, enfin pas assez remplis. Il y avait aussi des données qui étaient imprécises ou pas trouvées dans le SI Pôle emploi. Et du coup, on souhaitait justement que notre cas d'usage réponde aussi à cet enjeu et puisse augmenter les données des profils d'environ 5%. Donc la solution qu'on a mis en place, c'est du coup une analyse de votre CV. Donc lorsque, en tant que demandeur d'emploi, justement, j'arrive justement sur le profil de compétences pour la première fois, le profil du demandeur d'emploi pour la première fois, j'ai le choix justement de rajouter mon CV. Et en mettant mon CV, ça va me permettre en fait qu'il y ait une analyse automatique de ce CV qui va pré-remplir tout un formulaire d'initialisation de mon profil. Donc là, par exemple, dans l'exemple, dans mon CV, on a trouvé justement que j'avais un CACES et un BEPC. Et du coup, je peux justement faire ce formulaire qui est déjà pré-rempli. J'ai juste à le corriger, à valider, à compléter pour enrichir une première fois mon profil. Alors pour réaliser cette solution, on a développé ce qu'on appelle une chaîne IA, c'est-à-dire un ensemble de briques fonctionnelles qui sont indépendantes les unes des autres et qu'on va appeler au fil de l'eau. Il y a des briques qui effectuent des traitements classiques et d'autres qui intègrent de l'intelligence artificielle, d'où la chaîne IA. Pour travailler là-dessus, on était 4 personnes pendant environ 6 mois et on s'est fait aider par une startup qui s'appelle la Javanes qui est spécialisée dans l'IA. Donc le traitement du CV qui arrive fait déjà l'objet d'un pré-processing. On va déjà vérifier qu'il est dans le bon format. On attend un format PDF en entrée. Ensuite, on va le convertir en image, en PNG, puisque les algorithmes qui utilisent du traitement d'image ont besoin de ce type de document. La brique suivante, on est donc sur la détection de zones sur un CV. Qu'est-ce que c'est la détection de zone? Qu'est-ce qu'on cherche à repérer? On va essayer de repérer, par exemple, une zone formation, une zone plutôt compétence, une plutôt contact. Donc, je vais vous décrire cette brique par la suite. Ensuite, une fois qu'on a détecté ces zones sur le CV, on va extraire le texte et le formater pour récupérer l'information qui est nécessaire pour notre formulaire. Par exemple, sur une expérience, on va vouloir récupérer la date de l'expérience, le lieu, le nom de l'entreprise, ce genre de choses. Et enfin, pour la partie compétences, on a une dernière brique qui va essayer de rapprocher les compétences qu'on a détectées sur le CV du référentiel de compétences de Pôle emploi, le référentiel ROM qui compte plus de 11 000 compétences. Et ça nous permettra de mieux utiliser ces informations-là dans notre récit. Alors, je vais vous détailler un peu la partie détection d'objets sur une image. Donc là, vous voyez bien vous voyez un peu la sortie, c'est un CV. On voit qu'on a une partie avec, on a des zones qui sont entourées avec, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le label. Donc par exemple, ici, on a bien détecté une zone contact avec un pourcentage de probabilité. Donc on cherche donc à détecter 4 types de zones: contact, compétences, expérience et formation. On a donc, pour entraîner le modèle, on a labellisé 14 000 CV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la main, on a pris les CV et on a entouré les zones et donné le bon label. Alors pourquoi 14 000? Pourquoi pas 10 000 ou 20 000? Tout simplement qu'on a procédé de manière itérative, on a entraîné les modèles au fur et à mesure, au bout de 2 000, 3 000, 5 000, 8 000 CV. Et on a vu qu'on a eu des performances qui ont commencé à stagner à partir d'environ 14 000 CV. En parlant de modèle, donc, ce qu'on a utilisé, c'est un FasterRCNN. FasterRCNN, c'est 3 réseaux de neurones mis bout à bout. Un premier, c'est un réseau à convolution qui va détecter toutes les informations importantes dans les images. On a un deuxième réseau qui, lui, le RPN,
va donc prendre ces features en entrée et va essayer de détecter des objets, quels qu'ils soient, sur l'image. Et enfin, un dernier réseau de neurones qui, lui, va vérifier si ces objets qu'on lui a proposés font partie des 4 cibles qu'on essaye de détecter. Alors, pour un peu catégoriser, enfin pour un peu conclure un peu sur les performances d'un modèle de ce type-là, on va utiliser l'information. On va disposer, donc on a 14 000 CV, on a donc un jeu de test des CV qui vont nous servir à valider nos prédictions. Là ici, si vous voyez une zone de CV en vert, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en vert, ce serait la zone qu'on a détectée, qu'on a entourée à la main, qu'on a labellisée. Et en violet, c'est la prédiction du modèle. Donc on voit qu'on a bien détecté une partie formation, mais par contre la zone en commun finalement entre la vérité, ce qu'on a labellisé, et la prédiction est un petit peu différente. Il nous manque notamment tout ce qui est année et puis lieu dans notre carré violet. Donc pour les performances, en fait, on va comptabiliser le nombre de zones qui sont correctement labellisées, donc là c'est bon, formation, et qui ont une zone en commun avec la labellisation supérieure à un certain seuil. Donc si on regarde les performances avec des zones en commun de plus de 50%, là sur notre exemple on est environ de 70% pour information, les performances avec un seuil à 50%, on est à 93% de bonne détection. Avec un seuil à 75%, on est à 85% de réussite. Et sur une perf globale, donc c'est un petit peu la moyenne de tous ces indicateurs-là, entre les seuils de 50% et 95%, on est à 75% de réussite. Donc des résultats plutôt intéressants. L'autre partie qui intègre de l'intelligence artificielle, si vous vous rappelez bien, c'était du NLP, du traitement sémantique, où on essaie de rapprocher les compétences du CV, qu'on voit ici à gauche, avec la partie zone de compétences qui a bien été détectée, avec les 11 000 compétences du référentiel de Pôle emploi. Et on va faire le rapprochement en utilisant ce qu'on appelle un embedding. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'on va en fait convertir nos mots en vecteurs, en chiffres, ce qui nous permet de faire des calculs du rapprochement, chose qu'on pourrait difficilement faire avec du texte, ou alors à part utiliser les racines latines des mots, mais bon, ça serait un peu plus compliqué. Là, on va pouvoir travailler sur la synonymie, ce genre de choses. L'embedding, comment il est construit ? On utilise en fait de gros volumes de données avec un certain nombre de documents où on va lui faire apprendre finalement à reconnaître les mots qui apparaissent souvent dans les mêmes contextes, les mêmes phrases. Donc nous, on a utilisé Wikipédia parce que c'est un peu un sujet classique, c'est que c'est beaucoup de données. Et on l'a spécialisé en lui ajoutant un petit peu des offres d'emploi de Pôle emploi pour qu'il maîtrise encore mieux les sujets autour des compétences et du métier de l'emploi finalement. Donc une fois qu'on a réussi à tout transformer dans cet environnement numérique, que ce soit les compétences du CV à gauche ou du référentiel à droite, on va pouvoir les rapprocher avec des calculs de distance. Donc Sylvain vous a présenté justement la chaîne d'intelligence artificielle, donc l'enchaînement justement d'algo IA et non IA. Et on va du coup maintenant vous faire un rec sur cette chaîne IA qui justement s'est révélée pas si simple à mettre en place et surtout pas si simple à mettre en production. Donc déjà qu'un algo, on a entendu toute la journée que c'était pas simple à mettre en prod, donc là plusieurs algos avec en plus d'autres algos, en effet c'est pas simple. Donc la chaîne d'IA c'est fantastique, mais c'est aussi une source de problématiques. Donc on en a justement cité 4 principales. Le fait du coup d'avoir cet enchaînement, ça va faire que si une brique tombe, tout tombe. Donc comme un peu tout système séquentiel, on ne réinvente pas la roue. Par contre, on a aussi un souci de dérive des performances algorithmiques. Donc en effet, un algorithme qui a une performance de 90%, si on l'enchaîne avec un autre algorithme de 90%, les 10% où il se trompe vont être donnés à manger à notre second algorithme. Donc forcément, au total, on n'a pas 90% de performance, on est plutôt aux alentours de 81%. Ensuite, on a aussi un sujet sur les dérives des temps de réponse. En effet, on enchaîne des traitements qui utilisent du CPU, d'autres du GPU, d'autres. Enfin, voilà. Et du coup, c'est pas facile de dimensionner une infrastructure, une architecture en fonction, et on verra comment on a réussi à mettre en place ça. Et enfin, il y a une difficulté à interpréter les feedbacks. On reçoit quelque chose de la part de l'utilisateur qui nous dit j'ai apprécié tel résultat ou j'ai pas apprécié tel résultat. Mais du coup, nous, on ne sait pas où c'est que ça a eu bon, où c'est que ça a eu faux, et du coup, on ne sait pas comment l'utiliser.
Donc si on prend justement ces 4 problématiques un peu en détail, donc si une brique tombe, tout tombe. Qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour traiter ça? C'est des choses assez classiques. Il y a en premier justement un système de relance. En effet, quand une brique justement tombe en erreur, on va justement essayer de la relancer. On ne va pas directement renvoyer une erreur. Ensuite, on a aussi un système de bypass des briques non essentielles. Il y a des bouts de code dans notre chaîne justement qui ne sont pas essentiels pour fournir un service, même s'il est un peu réduit, un peu diminué par cette brique manquante. L'idée, c'est quand même de fournir un résultat et de ne pas tomber en erreur. Et du coup, on a justement des briques ou même des bouts de code qui sont justement bypassables grâce à ça. On a aussi dû être encore plus rigoureux sur le logging qu'on a mis en place. Donc on a fait un logging vraiment très très fin pour pouvoir justement identifier au plus proche de la fonction, voire même de la ligne de code, les erreurs, ce qui s'est passé, justement pour pouvoir un peu mieux gérer ça. Et enfin, on a mis en place un outil de recette pas à pas où là, on a pu justement permettre à n'importe quel utilisateur, donc les recetteurs, les PO comme moi, mais aussi du coup l'équipe de développement, les ITA, etc., de pouvoir faire un test justement et traiter un cas pas à pas, pouvoir jouer justement et comprendre où ça a pêché dans le cas. Donc voilà pour cette problématique qu'on a gérée. Il y aurait sûrement encore d'autres astuces à mettre en place, mais voilà. Concernant la dérive des performances algorithmiques, donc, j'ai essayé de chanter pour faire venir le miracle, mais il n'est jamais venu, donc il n'y a pas de solution miracle en fait, pour cette problématique. Du coup, en fait, on a 2 principes qu'on se met et qu'on essaye encore de continuer à améliorer. C'est globalement d'essayer de viser d'avoir des briques la plus performante possible. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais en effet, au fur et à mesure, on essaye d'améliorer. Donc là, on est encore en train d'améliorer notre algorithme de rapprochement vers le référentiel pour justement éviter les pertes qu'on a à ce niveau-là. Et on essaye aussi d'être très restrictif sur les seuils choisis. Les indices de confiance de l'algorithme nous donnent justement un indice de confiance. Et justement, on met des seuils assez restrictifs pour éviter justement de propager l'erreur tout le long de notre chaîne, mais la stopper au plus tôt, quitte à donner moins de résultats, mais qui soit au moins plus pertinent. Concernant les temps de réponse, donc on avait un cas d'usage justement qui était censé être temps réel, qui est censé être temps réel. On a quand même une petite marge de manœuvre. On a un temps de réponse justement minimal qui est accepté de 5 secondes. On a un écran de chargement en fait pendant lequel on explique aux demandeurs d'emploi que c'est de l'intelligence artificielle et que les résultats qu'il va avoir sont potentiellement un peu erronés par l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et la charge à assumer, c'était de 10 appels par seconde. Donc pour un peu pouvoir tenir ces engagements, on a une infra justement qui est spécifiquement dimensionnée justement pour avoir ce qu'il faut en GPU, en CPU et pouvoir aussi scaler de façon optimale. Et comme l'a indiqué justement aussi Sylvain, on a découpé notre système au maximum, on l'a rendu hyper modulaire et ça a permis justement de paralléliser une bonne partie des traitements, donc par exemple traiter les compétences en parallèle des formations et voilà, et pouvoir optimiser tout ça. Concernant les feedbacks, donc nous on retourne un service et justement quand on fait de l'IA, on aime bien justement avoir un feedback et savoir est-ce que ça a plu à l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en a pensé, là où on a été bon, là où on a été moins bon. Donc ce qu'on fait justement, c'est que ces feedbacks, on s'en sert justement pour faire un suivi général. Donc on utilise Qlik justement pour faire de la data vise et pouvoir avoir cette supervision assez générale. On la partage avec le métier toutes les 2 semaines. Mais on l'a aussi associé justement à un suivi aussi très détaillé. Donc sur chacune des briques, chacune des parties de notre code, on a aussi essayé justement de faire une analyse plus fine de qu'est-ce qui s'est passé dans le code et relier ça justement au feedback. Ça nous permet de pouvoir faire une analyse plus sympa et d'avoir aussi pouvoir mieux analyser la dérive potentiellement de nos algorithmes, etc. Mais du coup, le souci, c'est pour la boucle retour. Donc la boucle retour, du coup, pour rappel, c'est prendre le feedback et réussir à le réinjecter dans notre système pour que justement nos algorithmes puissent apprendre et ne plus se tromper la prochaine fois ou continuer à avoir raison. Et du coup, là, dans une chaîne d'intelligence artificielle comme celle-là, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas justement qui a eu bon, qui a eu faux. Et du coup, c'est très compliqué de retrouver un format qu'on peut donner à manger à nos algorithmes. Du coup, il y a une analyse manuelle qui est faite et une retranscription de ces feedbacks
pour justement pouvoir les donner à manger à nos algorithmes pour l'instant. On est en train d'étudier justement comment au moins un des deux algorithmes pouvoir les rentraîner automatiquement. Je vais introduire quelques résultats. Donc, déjà, nous, quand on parle de résultats, c'est un suivi de différents éléments, des performances de l'algorithme, de voir si l'algorithme est toujours a des performances qui ne baissent pas dans le temps. Un suivi de l'usage, de savoir si les utilisateurs l'utilisent de manière correcte. Est-ce que le feedback permettrait d'améliorer les éléments dans notre chaîne. Et puis de la valeur, est-ce que le cas d'usage remplit les objectifs. Et on utilise donc, on est organisé, comme disait Guillaume, on a un suivi régulier avec le métier, uniformisé, on essaie d'avoir des méthodes de suivi les mêmes pour tous les cas d'usage, et enfin outillé avec notamment des outils de dashboard, Click en l'occurrence. Alors, pour les résultats, on a, depuis la mise en production, on a environ 100 000 CV qui ont été analysés par une solution, ce qui a permis d'analyser déjà, de pouvoir répondre à plusieurs questions qu'on s'était posées au début, notamment sur l'amélioration de la qualité des données, l'uniformisation des profils de demandeurs d'emploi. En fait, on se rend compte que les profils des gens qui ont utilisé notre solution sont plus complets que ceux qui n'ont pas utilisé. En moyenne, on a 9 compétences sur le profil supplémentaire, 4 expériences et 2 formations supplémentaires. Enfin, on a fait des analyses également de temps d'utilisation de notre service qui suggèrent finalement de remplir un profil par rapport aux personnes qui remplissent leur profil from scratch. Et on voit que le temps est environ divisé par 2, donc ça remplit l'objectif de manque de temps, notamment qu'on avait posé la question sur les demandeurs d'emploi et les conseillers au départ. Et du coup, si on essaye de vous donner un peu de vision sur qu'est-ce qu'on a comme ambition sur ce cas d'usage. Donc, une de nos premières ambitions, c'est, on a été sollicité et on a pour aussi ambition de le mettre à disposition, de cette analyse de CV et tous ces outils, d'autres organismes publics. Notamment, voilà, ça pourrait permettre justement dans d'autres organismes publics de traiter des CV et pouvoir gérer soit le recrutement, soit la valeur RH. On a aussi pour ambition aussi de le généraliser. Actuellement, c'est que sur les primo-inscrits, comme on l'a indiqué tout au début, où je vous ai décrit un peu le parcours du primo-inscrit, donc la première fois qu'il arrive sur son profil de compétences. L'objectif, ça serait justement que ça puisse aussi servir à toutes les personnes, toutes les demandeurs d'emploi, et du coup, qu'on puisse justement... l'objectif, là, ça va être de comparer les informations qu'il y a dans le profil avec les informations qu'on extrait du CV pour pouvoir essayer de proposer le différentiel, on va dire, à mettre dans le profil. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi on est parti. On va essayer de le mettre en place en 2023. Voilà. Merci au salon et aux organisateurs. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, on peut en prendre, je pense, une ou deux. Et après, on est dispo sur le salon si besoin. Oui, merci. Écoutez, une présentation très intéressante. Je voudrais revenir sur le point des 14 000 CV labellisés. Comment ça s'est passé? Parce que ça doit prendre un temps énorme. Et avec quels outils quels outils avez-vous utilisé pour capter ce cadrage-là sur 14 000 CV? Alors les CV, on les a en base de données à Pôle emploi. Après l'outil, on a utilisé l'outil, justement, je vous ai parlé, qu'on avait travaillé avec une société qui s'appelle la Javanesse, qui avait un outil maison. Maintenant, on pourrait le faire nous-mêmes, parce que maintenant, on a notre outil qu'on a développé également, qui permet de labelliser, donc juste en faisant un contour et mettre un label automatiquement. C'est un outil de labellisation maison maintenant, qui permet de le faire. Et qui permet de traiter les images, mais aussi tout type de texte ou d'autres documents. Ça a été fait par des humains. C'est des humains qui l'ont fait. Ouais. Après, il n'y a pas de magie. Ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'on a fait passer l'algorithme. En fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait passer l'algorithme justement sur l'ensemble des données qu'on voulait labelliser. Et ensuite, l'humain n'avait plus qu'à corriger les erreurs de l'algorithme. Donc ça faisait un énorme gain de temps, même si c'est toujours très chronophage et ça a pris beaucoup de temps. Il y avait quand même cette facilité justement de faire... Au fur et à mesure des entraînements, en fait, on a un modèle qui marche mieux et qui prédit mieux et on a moins de choses à corriger. Voilà, c'est ça. Et toute cette phase, ça a duré combien de temps à peu près? Ça a dû durer, je pense, 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois sur la partie, pour cet algorithme qui était vraiment le cœur de notre système. Et après, pour juste donner un ordre d'idée, ça a duré un an du commencement
jusqu'à la mise en prod, on a eu 1 an entre les deux, donc 4 mois sur cette partie-là, et après 8 mois sur le reste et toutes les autres contraintes qu'on a pu voir. Merci. Ouais, là-bas, ouais. Merci. Est-ce qu'une des perspectives serait aussi de faire évoluer le référentiel ROM sur les compétences? Imaginons qu'il y a des compétences qui ne sont pas identifiées dans le référentiel et avec les algorithmes de faire... Ouais, complètement. Donc là, en plus, tu tombes bien. Au début de l'année prochaine, il y aura le référentiel ROM. Du coup, c'est notre référentiel 4.0 qui sort, donc la nouvelle version, qui comprend justement une bonne partie de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Et en plus de ça, ce référentiel va être fait pour évoluer. Et du coup, on va pouvoir, grâce à l'IA, déterminer qu'est-ce qui manque. Et du coup, enrichir, faire évoluer ce référentiel au fur et à mesure grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment dans le cœur de... On est en plein dedans là. Merci tout le monde. Et... Il y a encore une question. Ah, encore une question, rapide. Excuse-moi. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Juste une question sur l'algo que vous avez utilisé pour faire le matching de zones dans le CV. Le Faster RCNN, c'est quelque chose que vous avez entraîné from scratch ou c'est du transfer learning que vous avez utilisé? Non, c'est du transfer learning. On a utilisé déjà une partie qui était déjà pré-entraînée sur des objets au général, sur détecter des objets. Et nous, on l'a vraiment spécialisé sur détecter des images dans un CV. Mais Okay. on n'est pas parti de zéro, ouais, c'est ça. Et l'algo que vous avez utilisé, que vous avez fine-tuné, c'est lequel? Alors on va chercher, je vous redirai. Ça marche, merci beaucoup. J'ai plus le nom exact. Merci. Merci beaucoup et bonne journée à tous, bonne continuation.